Mes propres parents ont assisté à la scène où ma sœur m'a poussé dans les escaliers de l'hôpital. Les caméras ont tout enregistré, et ce qui a suivi fut l'effondrement définitif d'une famille qui se décomposait de l'intérieur depuis des années. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, et l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 6 mois au centre médical de la Rive-Gauche. C'était un dimanche qui avait commencé par une simple visite à mon oncle Gérard, lequel se remettait d'une opération de la hanche. Tout semblait normal, voire routinier, mais rien dans ma famille n'a été normal depuis que Luna, ma sœur cadette, a découvert qu'elle pouvait tordre la réalité simplement en pleurant ou en faisant un scandale au moment opportun. Pour comprendre comment elle en est arrivée au point de vouloir me blesser physiquement, il faut saisir la dynamique qui a dominé notre enfance. Dès son plus jeune âge, Luna a appris à utiliser les larmes comme un bouclier et à me blâmer pour absolument tout. Elle cassait mes jouets, inventait des histoires et mes parents, au lieu de chercher à comprendre, me punissaient sans réfléchir. Si de l'argent disparaissait du portefeuille de ma mère, c'était moi qui finissais par donner des explications absurdes, car d'une manière ou d'une autre, la faute retombait toujours sur moi. Avec les années, la situation est devenue plus flagrante. Luna a raté 3 fois son examen de conduite parce qu'elle s'obstinait à envoyer des messages en conduisant. La réaction de mes parents a été de payer une nouvelle inscription à l'auto-école sans rien remettre en question et de finir par lui offrir une voiture. Moi, en revanche, j'ai économisé sou après sou en travaillant dans une quincaillerie pour acheter une Renault Clio d'occasion en piteux état qui consommait plus d'huile que d'essence. L'université n'a fait qu'agrandir le fossé. Luna a fait toutes ses études financées par mes parents, a changé de cursus 4 fois et a obtenu sa licence 6 ans plus tard, un diplôme qu'elle n'a jamais utilisé. J'ai obtenu une bourse partielle, travaillé 20 heures par semaine, terminé en 4 ans avec la mention très bien et reçu une carte cadeau de 50 € en guise de reconnaissance. Des mois plus tard, pour sa remise de diplôme, ils ont organisé une grande célébration, restaurant cher, cadeaux et un discours de mon père sur sa persévérance face aux adversités. Des adversités comme se lever tôt 2 fois par semaine. Dès que j'ai fini mes études, j'ai quitté la maison, trouvé un travail de développeur de logiciels dans une entreprise industrielle et réussi à acheter un petit appartement par mes propres moyens. Luna est retournée vivre chez mes parents, où elle vit toujours, acceptant des emplois temporaires de consultante en réseaux sociaux qui paient à peine assez pour couvrir ses sorties du week-end. Et c'est là qu'intervient mon oncle Gérard, le seul adulte qui m'ait traité avec un véritable respect toute ma vie. C'était le frère aîné de mon père, un homme pratique, direct, qui n'a jamais cautionné les caprices de Luna. Avec lui, j'ai appris à faire la vidange de la voiture, à réparer des fuites, à négocier un salaire sans avoir l'impression de demander une faveur. Chaque dimanche, j'allais chez lui. Il avait un atelier impeccable, rempli d'outils et de projets de menuiserie qu'il me laissait utiliser quand je le voulais. Il avait travaillé plus de 3 décennies comme ingénieur aérospatial. Il vivait seul, n'avait pas d'enfants et menait une vie tranquille. Son appartement en copropriété, situé dans un excellent quartier, était entièrement payé et valait près de 450 000 €. Chaque matin, il prenait son café au bistrot du coin et rentrait chez lui pour continuer ses projets. Il a été le premier à me dire que ce que je vivais avec mes parents n'était pas normal, que je n'exagérais pas en me sentant invisible. Quand j'ai eu mon diplôme, c'est lui qui m'a offert une mallette en cuir avec mes initiales et m'a invité à dîner pour le célébrer comme il se devait. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, personne ne t'a rien offert, tu as réussi tout seul. Cela a plus de valeur que tout ce qu'ils pourront jamais donner à ta sœur. Quand sa hanche a commencé à le faire souffrir, c'est moi qui l'emmenais à chaque consultation, qui ai cherché des chirurgiens, qui ai passé des nuits chez lui quand la douleur l'empêchait de dormir. Luna, de son côté, est allée le voir une seule fois. Elle est restée 15 minutes, s'est plainte du stationnement de l'hôpital et est repartie sans un regard en arrière. 3 mois avant l'incident, il m'a appelé pour me parler. Son café préféré déjà servi, il m'a expliqué qu'il révisait son testament. Il m'a dit, avec une tranquillité qui m'a décontenancé, qu'il voulait me léguer l'appartement. Il a ajouté que j'étais le seul à avoir été là pour lui par affection réelle, non par intérêt. J'ai essayé de m'opposer, lui disant que c'était trop. Il ne me l'a pas permis. Il a insisté, « Thibaut, tu travailles de la maison, tu dis toujours que tu as besoin de plus d'espace. L'appartement a 3 chambres, une pour dormir, une autre pour ton bureau et la 3e pour les invités. C'est parfait pour toi. » Je lui ai demandé ce qu'il ferait pour Luna, même si je pressentais déjà la réponse. Il a eu un rire presque incrédule.
Il a rappelé la dernière fois qu'elle était venue le voir de son propre chef. Elle ne l'appelait même pas. Et il avait raison. Luna n'avait mis les pieds chez lui que quelques fois en 10 ans, toujours traînée par mes parents pour une réunion de famille. De toute façon, a-t-il continué, il ne la laissait pas sans rien. Il y avait aussi de l'argent prévu pour elle et pour mes parents, mais l'appartement était pour moi, parce que j'en avais besoin et que j'en prendrais soin. J'ai finalement accepté, comprenant qu'il n'agissait pas par ressentiment, mais par logique. Il savait qui s'était soucié de lui. Tout s'est compliqué quand mon oncle a mentionné le changement de testament lors d'un dîner de famille. Ma mère avait insisté pour organiser un repas afin de célébrer le bon déroulement de la consultation préopératoire. L'opération était prévue pour le mois suivant, et ma mère tenait à réunir toute la famille avant le grand jour. Je suis arrivé à l'heure, apportant le pain artisanal de la boulangerie que l'oncle Gérard aimait tant. En revanche, Luna est arrivée avec 45 minutes de retard, les mains vides, se justifiant avec exagération à cause du trafic. Ce soir-là, la dynamique était la même que d'habitude. Mes parents se perdaient en éloges tandis que Luna décrivait fièrement sa dernière campagne Instagram pour une boutique locale. Quand j'ai essayé de partager le fait que mon entreprise avait remporté un contrat important et que j'avais été choisi pour diriger l'équipe de développement, la réaction de mon père a été la même que toujours. C'est bien, mon fils. Tu me passes les pommes de terre? Pendant le dessert, l'oncle Gérard, avec cette franchise qu'il a toujours caractérisée, a lâché la nouvelle qui a fini de glacer l'atmosphère. Il a annoncé, en se servant une autre part de gâteau, qu'il avait mis à jour son testament la semaine précédente. Thibaut héritera de l'appartement quand je ne serai plus là. Il m'a semblé qu'il devait le savoir. Le silence a été immédiat. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin. Mon père a crispé la mâchoire en essayant de feindre un sourire, mais il n'y est pas parvenu. Luna, en revanche, a complètement perdu l'expression affectée qu'elle arborait jusqu'alors. Son regard n'était plus que pure hostilité. L'appartement, a réussi à dire ma mère. Gérard, ça vaut presque un demi-million d'euros. Je suis parfaitement au courant de ce que ça vaut, a-t-il répondu calmement. Et j'ai déjà pris ma décision. Mon père a tenté d'intervenir, pesant chaque mot. Mais Luna est aussi ta nièce. Ça ne devrait pas être partagé entre les deux? Non, a-t-il répondu sans hésiter. C'est Thibaut qui a été là, qui s'est inquiété, qui vient, qui aide. Si Luna veut me faire changer d'avis, elle peut commencer par me rendre visite plus souvent, bien que j'en doute. Le sourire de ma sœur était du pur venin. C'est bien, Thibaut. Tu as manipulé un vieil homme pour qu'il te laisse sa propriété. Je ne manipule personne, ai-je répondu, agacé. Je lui rends visite parce que je le veux, pas parce que j'attends un héritage. S'il te plaît, a-t-elle soufflé, tout le monde sait que tu joues au bon neveu juste pour bien te faire voir. Luna, ça suffit, l'a coupé l'oncle Gérard fermement. Personne ne te met dans une mauvaise situation, à part toi-même. C'est ma décision et elle ne changera pas. Le dîner s'est terminé en désastre. Ma mère m'adressait à peine la parole, me lançant des regards de déception comme si j'étais responsable de tout. Mon père répétait des discours sur l'unité familiale pour essayer de masquer le désastre, et Luna, comme toujours, est partie en claquant une porte qui a fait trembler les cadres du couloir. J'ai raccompagné l'oncle Gérard jusqu'à ma voiture. Il est resté silencieux pendant presque tout le trajet. Je n'aurais pas dû le dire de cette façon, a-t-il finalement murmuré. Mais je suis fatigué d'éviter la réalité du favoritisme de tes parents. Il était temps qu'ils l'entendent. C'est ta propriété, ai-je répondu. Tu peux la laisser à qui tu veux. Exactement. Et je veux la laisser à celui qui l'a méritée. J'aurais aimé que tout se termine là, mais Luna n'a jamais su accepter un non. Un mois après ce dîner, des choses étranges ont commencé à se produire, rien de trop évident au début. Un dimanche, en sortant de chez mes parents après le déjeuner familial, Luna a fermé la porte d'entrée si brusquement que mes doigts ont failli être écrasés. J'ai pu retirer ma main à temps, mais mes jointures sont devenues violettes. Oh, excuse-moi, a-t-elle dit en feignant l'inquiétude. Je n'avais pas vu ta main. Mes parents ne m'ont même pas demandé si j'allais bien. Ma mère s'est empressée de la consoler comme si c'était elle la victime. Ne t'en fais pas, ma chérie. C'était un accident. Je suis parti sans dire au revoir. 2 semaines plus tard,
lors d'une fête de famille, nous nous sommes croisés dans l'allée. Alors que nous nous dirigions tous les deux vers nos voitures, j'ai senti quelque chose accrocher ma cheville. J'ai fini le visage contre le sol. Luna était juste derrière, son pied là où se trouvait mon appui quelques secondes auparavant. « Oups, Thibaut, tu devrais regarder où tu marches », a-t-elle dit avec une fausse douceur. « Cette allée peut être dangereuse. » Je me suis écorché les paumes et me suis fait un énorme bleu au genou. Mes parents se sont encore une fois précipités pour la rassurer, elle, et pour me dire que je devais être plus attentif à mon environnement. La situation empirait. Une semaine avant l'opération de l'oncle Gérard, alors que j'aidais mon père à réparer la porte arrière, Luna est passée avec un café à la main. Elle a trébuché accidentellement, et le liquide bouillant s'est renversé directement sur mon bras. « Oups », a-t-elle dit sans le moindre remords. « Tu aurais dû me laisser de la place. » Je me suis retrouvé avec une brûlure au second degré. Ma mère m'a suggéré de mettre de la glace et de ne pas exagérer. J'ai décidé de prendre mes distances. Je l'ai raconté à l'oncle Gérard, qui a froncé les sourcils avec gravité. « Elle teste jusqu'où elle peut aller », m'a-t-il averti. « Et tes parents ne te protégeront pas. Fais attention, Thibaut. Les gens qui commencent par de petites violences finissent souvent par faire pire. » L'opération de l'oncle Gérard s'est bien passée, et j'ai été là depuis son entrée au bloc opératoire jusqu'à son réveil en salle de réveil. Luna est apparue 2 jours plus tard, uniquement parce que notre mère l'Y a forcé. 4 jours plus tard, il était assez stable pour commencer le processus de sortie. Le plan était qu'il passe quelques semaines dans un centre de rééducation, et une fois sorti, j'emménagerais dans sa chambre d'amis pour le soutenir dans la dernière phase de sa convalescence. J'avais déjà arrangé de travailler un mois complet à distance pour l'accompagner à ses rendez-vous et à ses exercices. Ce jeudi-là, je suis allé au centre médical de la rive gauche avec un bon café et quelques livres de mots croisés qu'il voulait. Nous discutions de ses progrès quand Luna est arrivée. Elle avait un air agacé, comme si sa simple présence était un sacrifice énorme. « Comme c'est mignon », a-t-elle lâché à peine entrée. Thibaut, encore en train de se faire passer pour le neveu exemplaire. Luna, a dit l'oncle Gérard, épuisé. Si tu viens seulement pour créer des problèmes, tu peux partir. Je suis ici pour voir mon oncle qui vient d'être opéré, a-t-elle répondu avec une amabilité si fausse qu'elle en devenait ridicule. Ou ça non plus, je n'ai pas le droit. La visite a été un supplice. Elle n'arrêtait pas de lancer des commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'étais toujours là, insinuant des favoritismes et des héritages. Après une vingtaine de minutes, j'ai décidé de mettre un terme à cela. « Je vais te laisser te reposer », ai-je dit à l'oncle Gérard. « Je reviens demain. »« Merci pour le café et les livres, mon garçon », a-t-il répondu. J'ai pris mes affaires et me suis dirigé vers la porte. Luna s'est également levée au même moment. « Je devrais y aller aussi », a soudainement annoncé Luna avec ce ton doux qu'elle utilisait quand elle voulait paraître sereine. Je l'ai vue se lever avec un sourire poli, trop calculé, comme si elle s'était entraînée devant un miroir pour qu'il paraisse naturel. « Je t'accompagne jusqu'à la sortie, Thibaut ?» a-t-elle demandé en inclinant légèrement la tête comme pour un geste aimable. Mais l'amabilité n'atteignait pas ses yeux. Dès que j'ai entendu sa voix, chaque muscle de mon corps a réagi avec une alerte silencieuse, ce genre d'avertissement instinctif que l'on ne peut justifier, mais que l'on ne peut pas non plus ignorer. Cependant, nous étions dans un hôpital bondé de personnel, de patients, de caméras et de bruit constant. C'était un environnement où, en théorie, personne ne pouvait faire quelque chose de vraiment grave sans témoin. Cela m'a suffisamment rassuré pour que j'accepte, même si mon intuition me disait exactement le contraire. Nous avons traversé le couloir sans échanger un mot. Le son de nos pas se mêlait à l'ambiance hospitalière, des machines qui bipaient au loin, des chariots métalliques se déplaçant dans les couloirs, des voix d'infirmières et de spécialistes parlant d'un ton pressé. Tout semblait normal, mais j'avais l'impression de marcher droit vers quelque chose d'inévitable. En arrivant devant les ascenseurs, nous avons vu qu'ils étaient bondés de monde, des patients avec leurs perfusions, des familles avec des sacs remplis d'affaires et du personnel médical entrant et sortant rapidement. Luna a fait un geste exagéré de frustration, comme si le simple fait d'attendre la dérangeait profondément. « Descendons par les escaliers », a-t-elle proposé. « Juste 2 étages. On arrivera plus vite. » Elle l'a dit d'un air décontracté, mais quelque chose dans son expression, une lueur presque impatiente, ne correspondait pas à l'impatience typique de quelqu'un qui veut éviter d'attendre.
Pourtant, j'ai accepté. Rétrospectivement, j'aurais dû attendre 10, 20 ou 40 minutes. Cela n'aurait rien changé, mais j'ai acquiescé sans discuter. Nous avons poussé la porte métallique de la cage d'escalier. Le silence nous a immédiatement enveloppés. Contrairement au reste de l'hôpital, il n'y avait là ni voix ni mouvement, seulement l'écho du métal et les murs gris qui semblaient absorber tout bruit. L'odeur de désinfectant était plus forte, presque agressive. Nous avons descendu la première volée de marche sans encombre, mais l'atmosphère a commencé à devenir de plus en plus lourde, comme si l'air s'épaississait à chaque pas. À mi-chemin, juste entre deux étages, Luna a rompu le silence avec une phrase qui m'a coupé le souffle. « Tout ça, c'est de ta faute », a-t-elle dit simplement, comme on commente la météo. Je me suis arrêté net et j'ai à peine tourné la tête pour la regarder. « De quoi tu parles ?» C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le véritable venin dans son regard, une hostilité si intense que je me suis demandé comment j'avais pu passer autant de temps sans la voir clairement. « Du testament de l'oncle Gérard », a-t-elle répondu, et son ton n'avait plus rien de calme. « Du fait qu'il t'a laissé cet appartement. Tu as tout manipulé. Tu l'as éloigné de moi pour prendre ce qui m'appartenait. » J'ai ressenti un mélange d'incrédulité et de lassitude. Nous avions déjà parlé de ça avec toute la famille. Rien de ce qu'elle disait n'avait de sens. Je n'ai manipulé personne, Luna, ai-je répondu avec un calme forcé. J'ai simplement été là pour lui. Je l'ai accompagné quand il était seul. Je l'ai emmené chez le médecin, je l'ai aidé avec les démarches. Il a pris ses propres décisions. Ses yeux brillaient d'une fureur qui semblait sur le point d'exploser. « Tu l'as monté contre moi », a-t-elle crié, et sa voix a violemment rebondi sur les murs de béton. L'écho la rendait encore plus incontrôlable. « Tu m'as fait passer pour l'ingrate, l'absente, la mauvaise fille, pour garder mon héritage. » Ce n'a jamais été ton héritage, ai-je dit en essayant de garder un ton ferme. C'était sa propriété, il l'a laissée à qui il voulait. Il ne te doit rien. Cette phrase a été comme jeter de l'essence sur un feu. Sa posture a changé d'une seconde à l'autre. La raideur de son corps, le tremblement à peine perceptible de sa mâchoire et la façon dont elle a plissé les yeux m'ont indiqué que quelque chose avait franchi une limite intérieure. « Tout tourne autour de toi, n'est-ce pas ?» a-t-elle craché mon nom avec mépris. Thibaut, le neveu exemplaire. Thibaut, le garçon parfait. Thibaut, celui qui fait tout bien, pendant que les autres sont des ratés. C'est ce que tout le monde croit. Non, Luna, tu exagères. Personne ne pense ça. Je n'ai pas fini ma phrase. Ce qui a suivi s'est produit si rapidement que ni mon corps ni mon esprit n'ont eu le temps de le traiter. J'ai senti ses mains s'agripper à mes épaules avec une force inattendue, presque animale. Ses doigts se sont enfoncés dans ma veste et, sans me laisser le temps de réagir, elle m'a poussé de tout son poids. Tout mon champ de vision a basculé en arrière. Mon corps a perdu l'équilibre en une seconde. La rampe m'a heurté violemment à la hanche, envoyant une douleur aiguë dans tout mon côté, puis ma tête a heurté le bord d'une marche. Un flash blanc m'a brièvement aveuglé. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais mes mains n'ont attrapé que le vide et j'ai commencé à tomber. Je ne me souviens pas de toute la chute, seulement de flashs de douleur, l'épaule heurtant une marche, le genou cognant contre le métal, mon dos se tordant à l'impact. Mon corps est devenu une poupée de chiffon sans contrôle, rebondissant entre le béton et la rampe. Je me suis finalement arrêté sur le palier inférieur, immobile, avec une sensation de douleur si intense que je pouvais à peine distinguer où elle commençait et où elle finissait. J'avais un goût de fer dans la bouche, du sang. J'ai essayé de respirer, mais chaque inspiration était un halètement maladroit et douloureux. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu Luna changer complètement de voix. La haine avait disparu, remplacée par un ton dramatique, soigneusement brisé. « Maman, papa, aidez-moi. Thibaut est tombé. S'il vous plaît, que quelqu'un vienne vite. » Mon cœur a fait un bond. Mes parents étaient proches. J'ai essayé de bouger un bras pour chercher un appui, mais mon corps ne répondait pas. J'ai à peine pu émettre un gémissement. J'ai entendu le bruit de pas précipités descendant les escaliers. Les voix de mes parents ont résonné avant que je ne les voie, mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas couru vers moi, ils se sont dirigés directement vers elle. « Ça va, ma chérie ?» a demandé ma mère avec tendresse. Ça a dû être choquant de le voir tomber, a ajouté mon père d'un ton irritant,
plus préoccupée par la scène que par moi. Luna pleurait avec une telle perfection qu'un acteur professionnel s'en serait senti dépassé. Sanglots, respiration tremblante, mains qui tremblent. C'était impeccable. C'est allé si vite, a-t-elle dit en sanglotant. Il a perdu l'équilibre. J'ai essayé de le rattraper, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé de parler, mais seuls des sons étouffés sont sortis. Mon père s'est penché à côté de moi, non pas avec inquiétude, mais avec désapprobation. Thibaut, à quoi tu pensais? À descendre si vite? Quoi? Je pouvais à peine bouger les doigts. Non, ai-je murmuré d'une voix brisée. Elle m'a poussé. Ne blâme pas ta sœur, a répondu ma mère d'en haut. Nous avons vu. Tu as trébuché en allant trop vite. Nous avons vu. S'ils avaient vu, comment pouvaient-ils? J'ai eu une seconde de clarté et j'ai levé les yeux. Luna m'observait avec une expression neutre, puis lentement ses lèvres se sont courbées en un minuscule sourire, un geste à peine perceptible, mais aussi clair qu'une déclaration. Elle savait exactement où se trouvaient mes parents. Elle savait qu'ils la croiraient elle avant moi. Ses fausses larmes coulaient encore sur ses joues, peignant le rôle de la victime avec un naturel effrayant. Je n'arrive pas à croire qu'ils disent que je l'ai poussé, a-t-elle dit avec une indignation théâtrale. Calme-toi, ma chérie, a dit ma mère en lui caressant le bras. Nous savons que tu ne ferais jamais une chose pareille. C'est alors qu'une silhouette est apparue en haut des escaliers, une infirmière en uniforme bleu, le regard perçant et une posture qui transmettait l'autorité. Elle est descendue d'un pas ferme, évaluant chaque détail. Mon corps étendu sur le sol, la position de mes parents, le jeu d'actrice de Luna. Que s'est-il passé ici? A-t-elle demandé d'un ton qui ne laissait aucune place aux excuses. Avant que mes parents ne répondent, une autre employée est descendue en hâte, tenant une tablette et avec une expression inquiète. Ophélie, a-t-elle dit, il faut que tu vois ça maintenant. L'infirmière a pris la tablette, a regardé l'écran pendant quelques secondes, et son visage s'est complètement durci. En levant les yeux, sa voix a changé de ton. Monsieur et Madame Lefebvre, a-t-elle dit avec une précision chirurgicale, éloignez-vous immédiatement de votre fille. Ma mère s'est tout de suite offusquée. Quoi? Comment ça, nous éloigner? Notre fils vient de votre fils n'est pas tombé, a interrompu Ophélie. Il a été poussé. Et nous avons l'enregistrement. Le silence qui a suivi a été absolu. Luna a cessé de pleurer. Sa respiration s'est coupée comme si on lui avait retiré l'air d'un coup. Ophélie a pointé du doigt la caméra de sécurité au-dessus, avec sa lumière rouge clignotante. Protocole de l'hôpital, a-t-elle expliqué. Des caméras dans les escaliers pour la sécurité. Le visage de mes parents a perdu toute couleur. Cette caméra ne prouve rien, a dit mon père, s'accrochant à son déni habituel. L'autre employée, Blandine, a parlé avec une fermeté inébranlable. L'enregistrement est très clair, a-t-elle affirmé. On la voit le pousser. Il n'y a aucune discussion possible. Luna a traversé toutes les émotions possibles en quelques secondes, choc, rage, peur, déni, jusqu'à atteindre une fureur impuissante. Ce n'est pas vrai. La caméra ment. La lumière est mauvaise. L'angle n'est pas bon. L'image est parfaite, a répondu Ophélie. La sécurité est déjà en train de tout vérifier et la police est en route. Tu ne bouges pas d'ici. C'est à cet instant qu'elle a compris qu'il n'y avait aucune issue, que son masque s'était complètement effondré. C'est de ta faute, Thibaut, a-t-elle crié avec une haine qui m'a transpercé même dans mon état. Et pour la première fois, je n'ai eu aucun doute, elle aurait terminé ce qu'elle avait commencé si la caméra n'avait pas été là. Le cri de Luna a retenti dans cette cage d'escalier, une sorte d'écho violent qui s'est mêlé au béton froid. Son visage était déformé par la fureur tandis qu'elle crachait des mots qui, dans un autre contexte, auraient semblé exagérés, mais qui, là, avec son regard hagard, sonnaient dangereusement sincères. Tu as tout gâché, vociférait-elle. Cet appartement me revenait. Oncle Gérard aurait dû me le laisser à moi. Luna, ça suffit, a averti mon père entre ses dents, essayant de rétablir l'ordre sans oser s'approcher, mais elle était complètement hors de contrôle. J'en ai marre de toi, a-t-elle continué, que tout le monde te traite comme si tu étais parfait. Tu ne mérites rien. Tu t'es arrangé pour tout manipuler afin de me faire passer pour la méchante, et je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça.
Pendant qu'elle criait, Ophélie, l'une des infirmières, parlait déjà précipitamment au téléphone pour demander la sécurité et la présence de la police. L'autre employée, Blandine, s'est positionnée entre ma sœur et moi, la maintenant à distance tout en essayant de calmer la situation. 2 autres infirmiers sont arrivés avec un brancard et se sont approchés pour m'examiner. Leur geste était rapide mais prudent. « Monsieur, où avez-vous le plus mal ?» a demandé l'un d'eux en vérifiant mes pupilles. « Partout », ai-je réussi à répondre. « La hanche, la tête, l'épaule. »« On vous emmène aux urgences. » Essayez de ne pas trop bouger. Ils m'ont installé sur le brancard avec une habileté qui contrastait avec la tension du moment. À peine ont-ils commencé à le pousser vers le couloir que j'ai vu arriver la sécurité de l'hôpital et 2 officiers de la police nationale, probablement déjà proches lorsque l'alerte a été donnée. Derrière eux, Luna continuait de crier comme si tout cela était une injustice personnelle. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Il est tombé tout seul. Dites-leur, maman. Dites-leur que je ne l'ai pas poussé. » Mais mes parents restaient pétrifiés, muets, le visage décomposé. Ils semblaient ne pas comprendre ce qui se passait ou ne pas savoir comment réagir maintenant que la vérité était si crûment exposée. L'un des agents s'est approché d'eux. « Monsieur, madame, nous allons avoir besoin de vos déclarations sur ce que vous avez vu. » Ils n'ont pas dit un mot. Le trajet jusqu'aux urgences a été un mélange confus de lumière, de douleur et de questions que je pouvais à peine traiter. On m'a fait des radiographies, des scanners et tous les examens nécessaires. Les conclusions n'ont pas tardé à arriver, une côte cassée, de graves contusions, une commotion cérébrale légère et un poignet foulé. Le médecin l'a dit calmement, presque comme si c'était une bonne nouvelle. Ça aurait pu être bien pire si vous étiez tombé jusqu'en bas des escaliers. Au bout d'1 heure, une autre infirmière, plus calme, plus douce, est entrée dans la chambre. « Comment vous sentez-vous » Comme si j'avais descendu les escaliers de la pire des manières, ai-je plaisanté, lui arrachant un bref sourire. La police voudra vous parler quand vous vous sentirez prêt. Il y a aussi une inspectrice en charge de l'affaire qui vient. Votre sœur est en garde à vue. Garde à vue. Ce mot m'est tombé dessus comme une tonne de briques. Elle a avoué ? Ai-je demandé. L'infirmière a hésité. Je ne peux pas commenter les détails, mais son comportement dans l'escalier ne l'aide pas. Et la vidéo de sécurité parle d'elle-même. Quelques heures plus tard, l'inspectrice est finalement arrivée. La femme s'est présentée avec une fermeté qui imposait un respect immédiat. « Je suis l'inspectrice Claire Montagne », a-t-elle dit en s'asseyant en face de mon lit. J'ai déjà visionné l'enregistrement de sécurité de l'incident. La situation est assez claire, mais je dois vous poser quelques questions directes. Monsieur Lefebvre, avait-elle déjà été agressive avec vous auparavant? J'ai pensé à minimiser. J'ai pensé à la culpabilité, à cette habitude de tout minimiser. Mais j'ai aussi pensé à mes doigts écrasés dans la porte, au croche-pied accidentel dans l'allée, au café bouillant qui m'était tombé dessus. Oui, ai-je répondu lentement, plusieurs fois au cours des 2 derniers mois. L'inspectrice a levé les yeux un instant, prenant des notes. J'ai besoin que vous me donniez des détails. Et je les lui ai donnés. Chaque incident, chaque coup déguisé en accident, chaque fois que mes parents justifiaient Luna en disant que j'étais maladroit ou distrait. Elle a tout noté, reconstituant une chronologie. Vos parents ont été témoins de certains de ces épisodes. Tous, ai-je admis, ils étaient toujours là, mais ils ont toujours cru la version de Luna. L'inspectrice a froncé les sourcils. Sur l'enregistrement d'aujourd'hui, on voit que vos parents étaient déjà dans la zone de l'escalier quand votre sœur vous a poussé. Ils étaient sur le palier supérieur, l'attendant. Il est possible qu'ils savaient que quelque chose allait se passer. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous pensez qu'ils étaient au courant? Je pense que c'est quelque chose qui doit être examiné. Nous avons déjà demandé le relevé téléphonique pour voir s'il y a eu coordination. Je n'avais pas fini d'assimiler cela que mon téléphone a vibré. Malgré tout, il était toujours dans la poche de mon pantalon, récupéré par l'un des infirmiers. C'était un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Un fichier vidéo. Inspectrice Montagne, ai-je murmuré. Vous devez voir ça. La vidéo n'était pas l'enregistrement de l'escalier, c'était une autre prise de vue de l'hôpital, enregistrée 1 heure avant l'incident. Sur l'image, on voyait Luna dans un coin isolé, parlant au téléphone.
Les caméras avaient l'audio. Quand Thibaut sera hors jeu, l'appartement sera à moi, disait-elle avec une clarté totale. Oncle Gérard ne pourra plus changer son testament si son cher neveu est à l'hôpital avec des blessures graves, ou mieux encore, s'il n'est pas en état de réclamer quoi que ce soit. L'inspectrice s'est penchée vers l'écran, concentrée. Un accident de plus suffira, continuait la voix de Luna. Maman et papa me soutiendront. Ils diront qu'il est tellement maladroit que c'était une question de temps, et cet appartement sera à moi, comme il aurait dû l'être depuis le début. La vidéo s'est terminée. L'inspectrice m'a regardé avec une expression difficile à déchiffrer. D'où vient cette vidéo? Je ne sais pas. Quelqu'un vient de me l'envoyer. Elle a pris son téléphone et a passé un appel immédiat. J'ai besoin de l'équipe d'informatique légale. Nous avons reçu un enregistrement qui pourrait prouver la préméditation. Tout s'emboîtait, mais de la pire des manières. Ce n'était pas une impulsion, pas un moment de colère incontrôlée. Luna l'avait planifié, et apparemment, mes parents en savaient plus qu'ils ne l'avaient jamais admis. J'étais encore sous perfusion, essayant de supporter le vertige de la commotion, quand j'ai vu une silhouette familière apparaître à la porte. C'était l'oncle Gérard, le visage durci, comme si le monde venait de lui confirmer ses pires soupçons. Son arrivée a marqué le début d'une vérité que je n'étais pas encore prêt à entendre. Quand je me suis réveillé, je sentais encore ce bourdonnement inconfortable derrière les yeux laissés par la commotion. Il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps depuis l'incident, peut-être quelques heures. Pourtant, la dernière chose à laquelle je m'attendais était de voir l'oncle Gérard avancer lentement vers moi dans le couloir, appuyé sur son déambulateur, toujours vêtu de sa blouse d'hôpital et le front plissé, comme si la douleur ne suffisait pas à l'arrêter. « Oncle Gérard, tu ne devrais pas marcher comme ça, lui ai-je dit, surpris de le voir hors de sa chambre. Tu sors à peine de chirurgie. Ne me dis pas ce que je peux ou ne peux pas faire, a-t-il répondu, me coupant avec un étrange mélange de dureté et d'affection. J'ai appris ce qui s'est passé. Une infirmière m'a prévenu que tu étais ici et j'ai vu comment tout s'est déroulé depuis mon arrivée. Il a avancé à pas lents mais déterminé jusqu'à la chaise à côté de mon lit. Il s'est installé avec un soupir épuisé, comme si chaque mouvement lui rappelait sa récente opération. Tes parents ont essayé de me rendre visite il y a quelques minutes, m'a-t-il dit en reprenant son souffle. Ils sont arrivés avec l'histoire que tout était un malentendu, que Luna ne voulait pas te faire de mal, que les caméras avaient peut-être filmé la scène sous un mauvais angle. Je me suis contenté de le regarder. Cette excuse ressemblait à la même rengaine. Laisse-moi deviner, ai-je répondu. Tu ne les as pas crus. Je les ai chassés de ma chambre, a-t-il confirmé sans hésiter. Et je leur ai fait comprendre ce que je pense des parents qui laissent un enfant en agresser un autre. J'ai senti une pointe dans l'estomac. Je ne savais pas pourquoi je cherchais encore à justifier ceux qui avaient choisi d'ignorer l'évidence. Ce sont quand même mes parents, ai-je murmuré sans conviction. Il m'a regardé avec un mélange de douleur et de rage. Les vrais parents protègent. Les parents n'observent pas leur fille pousser leur fils dans un escalier pour ensuite essayer de la couvrir. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la complicité. Il a sorti son téléphone de la poche de sa blouse et a commencé à faire défiler l'écran. Puis il m'a montré un courriel fraîchement envoyé. Je mets mon testament à jour, a-t-il annoncé avec une fermeté totale. À partir de maintenant, tes parents ne verront pas un centime et Luna recevra un euro symbolique, juste pour qu'elle ne puisse pas prétendre que je l'ai omise par erreur. Oncle Gérard, tu n'as pas à faire ça. Bien sûr que si, a-t-il répliqué. Je vais aussi parler à l'administration de l'hôpital. Plusieurs infirmières ont vu comment tes parents minimisaient tes blessures tout en consolant ta sœur après l'attaque. Cela sera consigné dans ma déposition à la police. Avant que je puisse répondre, une agitation dans le couloir nous a forcés à regarder vers la porte. Des voix fortes, quelqu'un qui pleurait et un ton ferme qu'on n'utilise que dans les situations graves. On dirait qu'ils arrêtent ta sœur, a-t-il dit avec une sombre satisfaction. Peu après, l'inspectrice Claire Montagne est revenue. Monsieur Lefebvre, je suis passé pour vous informer de l'avancement de la situation, a-t-elle annoncé. Que se passe-t-il exactement? Ai-je demandé, sentant un nœud dans ma poitrine. Nous venons de placer votre sœur en détention provisoire pour agression avec intention de causer des lésions corporelles graves, a-t-elle expliqué. Et en raison de la préméditation démontrée dans la seconde vidéo, le parquet envisage de requalifier les faits en tentative d'homicide. J'ai essayé de digérer ces mots.
Tentative d'homicide. C'était comme si quelqu'un d'autre les entendait à ma place. Nous enquêtons également sur vos parents en tant que complices possibles, a ajouté l'inspectrice. Si nous prouvons qu'ils étaient au courant du plan ou qu'ils ont aidé à coordonner la rencontre dans l'escalier, ils feront face à des accusations. Mon oncle a hoché la tête comme si c'était la seule chose logique à faire. C'est ce qu'il faut. Ils ont vu ce qui s'est passé et ont quand même essayé de protéger Luna. Ce n'est pas une coïncidence. Nous avons déjà demandé les relevés téléphoniques, a expliqué l'inspectrice. Nous les aurons en moins de 24 heures. Quand elle est partie, le silence entre mon oncle et moi est devenu lourd. Depuis combien de temps c'est comme ça? M'a-t-il finalement demandé. Le favoritisme. Toute ma vie, ai-je répondu sans hésiter. Mais les actes agressifs, ça a commencé il y a 2 mois, depuis que tu as annoncé que tu pensais changer le testament. L'oncle Gérard a baissé les yeux. J'aurais dû le prévoir. J'aurais dû réaliser qu'elle allait faire monter les choses d'un cran. C'est en partie de ma faute? Ce n'est pas ta faute, ai-je répliqué. Tu ne m'as pas poussé dans l'escalier. Tu n'as pas nourri ce comportement pendant 26 ans. Tu es le seul qui a été de mon côté. Eh bien, maintenant, je vais m'assurer que tu sois protégé, a-t-il déclaré avec détermination. L'appartement est pour toi. La décision est prise. Je vais aussi créer un fonds pour couvrir tes frais médicaux et toute procédure légale si Luna tente de contester quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ton argent, lui ai-je dit. Je veux juste que tu te rétablisses. Tu auras les deux, et arrête de discuter. Le médecin a dit que ta commotion nécessite une surveillance. Le lendemain matin, l'inspectrice est revenue avec les informations demandées. Elle a tendu une tablette vers moi. Voici la chronologie, a-t-elle expliqué. 12h47. Luna appelle votre mère. Durée, 3 minutes 42 secondes. 13h15. Elle appelle votre père. Durée, 2 minutes 18 secondes. 13h58. Localisation des téléphones de vos parents, parking de l'hôpital. 14h23. Les caméras les montrent entrant et montant à l'étage où l'incident a eu lieu. 14h31. Il se positionne sur le palier de l'escalier avec une vue directe sur l'endroit où vous et Luna alliez vous trouver. 14h39, la chute. 14h40, il s'approche, vous ignorant complètement et consolant votre sœur. Il savait, a conclu l'inspectrice. Luna les a appelés, a coordonné avec eux l'endroit exact, et ils se sont assurés d'être là pour assister à ce qui devait passer pour un accident. Ma gorge s'est nouée. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? L'argent rend les gens méconnaissables, a-t-elle répondu. Vos parents sont endettés. Carte de crédit, une deuxième hypothèque, des investissements ratés. Si vous étiez gravement blessé ou pire, votre sœur aurait pu essayer de contester le testament pendant que votre oncle gérait le choc. Ou peut-être espérait-il que, par culpabilité, il annulerait les changements. C'est démentiel, ai-je murmuré. La cupidité l'est souvent. Le jour même, mes parents ont été mis en examen pour complicité. Ma mère a pleuré tout le long du trajet, jurant qu'elle ne savait pas que Luna avait l'intention de me pousser, mais ces mots n'avaient plus d'importance. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Ils ont toujours cru que Luna les avait seulement invités pour un soutien émotionnel. C'est la version que mes parents ont répétée encore et encore, même lorsque la situation avait déjà dégénéré. C'était presque absurde de les voir essayer de se convaincre qu'ils n'avaient aucune responsabilité, mais la réalité s'est imposée d'elle-même lorsque l'histoire est parue dans les journaux locaux. Le titre était direct, froid et dévastateur, une sœur arrêtée pour agression dans un escalier d'hôpital, les images de sécurité révèlent l'attaque. À partir de ce moment, le chaos a commencé. Des amis de la famille, totalement incrédules, ont commencé à appeler pour demander si c'était vrai. Des collègues de travail m'ont écrit, inquiets, certains surpris, d'autres m'envoyant de longs messages pour m'offrir leur soutien ou simplement exprimer à quel point tout cela était tragique. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer une seule minute, comme si la réalité entière s'était déversée sur mon numéro. J'ai dû l'éteindre car c'était devenu impossible à gérer. Pendant ce temps, l'avocat de Luna, voyant l'ampleur des preuves, a tenté de négocier un accord rapide, mais le parquet n'était absolument pas disposé à négocier.
Ils avaient trop d'éléments en main, une vidéo où Luna parlait d'un accident de plus qui suffirait, les enregistrements de l'hôpital, le fait que mes parents étaient là à tout regarder, et mon témoignage sur les incidents précédents qui formaient déjà une chaîne trop longue pour être ignorée. 3 semaines plus tard a eu lieu l'audience préliminaire. Je ne vais pas mentir, ce fut l'une des expériences les plus difficiles que j'ai traversées. J'ai dû parler de chaque incident antérieur, chaque bousculade déguisée en accident, chaque moment où Luna perdait le contrôle et où mes parents le justifiaient par un simple « elle est juste stressée ». J'ai également dû raconter ce dont nous avions parlé dans la cage d'escalier juste avant qu'elle ne me jette dans le vide. Luna m'observait depuis le box des accusés. Son regard ne sciait pas. Il y avait de la haine, oui, mais aussi une trace de peur, comme si elle réalisait seulement maintenant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Quand ils ont projeté la vidéo de sécurité, tout le monde s'est tu. Le bruit de fond de la salle s'est pratiquement évaporé. La séquence était claire, Luna s'approchant, discutant avec moi, son mouvement soudain, ses mains poussant mes épaules, mon corps tombant, puis son jeu d'actrice, criant, feignant la surprise, simulant le désespoir. C'était presque grotesque de la voir changer d'une seconde à l'autre. Ensuite, le parquet a fait jouer l'audio de son appel téléphonique. Avec un accident de plus, ça devrait suffire. Ce seul fragment a semblé glacer toute la salle. À partir de là, il était impossible de lui accorder une libération sous caution. Le juge a été catégorique. Luna est restée en détention en attendant son procès. Mes parents étaient méconnaissables. C'était comme s'ils avaient vieilli de 10 ans en seulement 3 semaines. Mon père a tenté de s'approcher pendant la suspension d'audience, mais l'oncle Gérard, avec son déambulateur et tout, s'est interposé sans hésiter. « Tu n'as pas le droit de lui parler », a-t-il dit d'un ton qui a attiré le regard de tous. « Tu as perdu ce droit le jour où tu as vu ta fille essayer de faire du mal à ton fils et que tu es resté immobile. » Nous ne savions pas qu'elle allait le faire, a tenté de se défendre mon père. « Tu en savais assez pour être là à cette heure-là », a répondu l'oncle Gérard. « Tu en savais assez pour te placer là où tu pouvais tout voir. Ne te moque de personne en prétendant que c'était une coïncidence. » Après ce jour, les choses ont avancé rapidement. Le procès n'a jamais eu lieu. 3 mois après l'incident, face au risque d'une peine de 15 à 20 ans, Luna a accepté un plaidé coupable, tentative d'homicide, 6 ans de prison ferme, avec possibilité de réduction à 4 pour bonne conduite. Mes parents, de leur côté, ont également conclu des accords. Les accusations de complicité ont été réduites à une conspiration mineure. Ils ont évité la prison, mais ont écopé d'une mise à l'épreuve, d'amende, de travaux d'intérêt général et de l'obligation de présenter des excuses publiques. Ces excuses ont été lues au tribunal d'une voix neutre, sans émotion. Nous reconnaissons notre rôle dans le fait d'avoir permis des comportements dangereux et de ne pas avoir protégé notre fils. Nous assumons l'entière responsabilité. C'étaient des mots écrits par des avocats, pas par eux. Ils ne transmettaient rien de réel. Je ne suis pas allé à l'audience finale. L'oncle Gérard y est allé à ma place. Il m'a raconté que Luna avait pleuré tout le temps, disant qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, qu'elle cherchait seulement ce qui était juste. Juste, a répété l'oncle Gérard avec une rage contenue. Pour elle, te pousser dans les escaliers, c'était juste. Lui, pendant ce temps, s'est remis de son opération de la hanche de manière surprenante. Sa discipline était admirable. Il a suivi chaque exercice, chaque routine, et au 4e mois, il marchait sans aide. Cela a coïncidé avec mon emménagement officiel dans l'appartement qu'il m'avait légué. Entrer avec mes cartons était étrange sur le plan émotionnel. Après tout ce que j'avais vécu, être là, dans un endroit qui était vraiment à moi, me donnait l'impression de repartir de zéro. J'avais 3 chambres, la principale, mon bureau et une supplémentaire pour les visiteurs. Mon entreprise a confirmé que mon mode de travail à distance était permanent. Travailler de la maison me rendait plus productif et leur faisait économiser de l'argent. C'était un avantage mutuel. L'oncle Gérard, bien que j'aie insisté pour qu'il se repose, est resté pour m'aider à déballer. Je vais perfectly bien, me disait-il. Ma hanche est en meilleur état qu'avant. De plus, je veux t'aider à faire de cet endroit ton foyer. Nous avons rangé des livres, placé des meubles et même discuté de l'emplacement de mon bureau. Tes parents t'ont-ils rappelé ? A-t-il finalement demandé. Parfois, ils laissent des messages disant qu'ils sont désolés, qu'ils veulent renouer la relation, que l'affaire de Luna les détruit. Et tu les écoutes ?
Non, je les efface directement. Bien joué, a-t-il répondu sans hésiter. Il ne mérite pas ton pardon. Pas encore, peut-être jamais. Tu penses que j'exagère? Ai-je demandé. Il a cessé de ranger et m'a regardé avec un sérieux absolu. Ils t'ont laissé tomber, littéralement et figurativement. Ils ont permis les agressions de ta sœur pendant des mois. Ils étaient présents lors d'une tentative de te faire du mal et ne t'ont pas protégé. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Être dur serait de les dénoncer à nouveau. Effacer leur message, c'est à peine te protéger. Avant que je puisse réagir, la sonnette a retenti. Un livreur m'a remis un énorme panier, café gourmet, chocolat fin, un vin élégant. La carte était signée par l'inspectrice Claire Montagne. Félicitations pour votre nouvelle maison. Vous l'avez bien mérité. Quel beau geste, a commenté l'oncle Gérard. Elle a été impeccable dans son travail. Et le plus important, elle a vu la vérité que tes parents ont refusé d'accepter. Nous avons terminé à la tombée de la nuit. Nous avons commandé de la nourriture de la trattoria préférée de l'oncle Gérard et avons partagé le dîner sur ma nouvelle table. Tu seras bien ici, m'a-t-il dit en partant. C'est ton nouveau départ. Tu ne traînes ni histoire ni blessure. Cet endroit est à toi, et personne ne peut te l'enlever. Merci pour tout, oncle Gérard, pour la maison, pour ton soutien, pour avoir affronté mes parents, pour être une vraie famille. C'est ce que font ceux qui t'aiment vraiment, a-t-il répondu avant de partir. Quand il est parti, j'ai parcouru l'appartement en silence. C'était le mien, mon refuge, un lieu construit sans favoritisme, sans peur, sans attendre le prochain désastre provoqué par Luna. C'était la première fois depuis longtemps que je pouvais respirer pleinement. La paix. Enfin, la paix. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.